Et puis quand on m'a demandé un titre, je sais pas, c'est le titre qui m'est passé par la tête. Qui cherches-tu? Le titre de la réflexion de ce soir, et le titre est important, puisqu'il est censé représenter la globalité, ou en tout cas l'idée majeure de la réflexion, puisque c'est une réflexion ensemble qu'on va avoir. Quand on parle de Shalom Bayit, quand on parle de couple, quand on parle de mariage, quel sens cette question elle peut avoir? Qui cherches-tu? À votre avis? Pourquoi j'ai voulu diriger la réflexion au travers de cette question? Qui cherches-tu? Quand tu te maries, tu cherches qui? Ta femme. Oui, pour un mari, quoi. Qui cherches-tu? Hein? Voilà. Chercher. Une personne qui ressemble. Sa moitié. Chercher sa moitié. Son complément. On cherche ce complément. On va chercher ce qu'on pense bien pour nous. Quoi? On va chercher ce qu'on pense bien pour nous. On va chercher ce qu'on pense bien pour nous. Très bien. Ensuite. Son double. Son? Double. Ça veut dire la personne qui nous ressemble le plus? Qui se ressemble, s'assemble? Complète. Ah, mais compléter et ressembler, c'est pas forcément pareil. Hein. C'est des fois même le contraire. Hein. Se compléter, c'est comme deux morceaux de pulse. Celui qui a un manque dans un domaine, il a un excès dans le même domaine de l'autre côté. Enfin, comme un pulse. Quand on parle de complémentarité, en général, on parle d'encastrement, d'emboîtement, donc d'un excès d'un côté et d'un manque, et dans un autre domaine, d'un excès et d'un manque, et de cette complémentarité. Alors que la ressemblance, ça serait plutôt l'identique. Alors, en réalité, quand j'ai réfléchi à cette question, qui cherches-tu? Elle était un peu dirigée, cette question. Dans le sens, comme vous l'avez dit, qui cherches-tu? Et vous avez dit quelqu'un qui serait censé nous nourrir. Je parle de nourriture, tout à l'heure on parlait de nourriture alimentaire, bien sûr. Voilà quoi, chacun son rôle. L'homme il fait les courses et la femme elle fait sortir le goût et l'odeur. C'est comme ça que ça doit fonctionner, puisque le rôle de l'homme c'est de rentrer de l'intérieur à l'extérieur, et la femme c'est à partir de l'intérieur de développer l'intérieur. L'homme c'est Yud, c'est la Chokhma, et la femme c'est He, c'est Bina. C'est pour ça que Sarai, et donc elle va perdre son Yud et le He de Avram, etc. Et le Yud c'est la Chokhma, c'est le point, et le He c'est le développement du Yud, c'est-à-dire que le rôle de l'homme c'est d'amener tout ce qu'il y a de l'extérieur à l'intérieur, et la femme c'est à partir de l'intérieur de développer. Comme le mari il amène les courses, puis la femme elle fait à manger. Elle va donc faire à manger, elle va sortir du repas, enfin elle va sortir de la viande qui n'avait pas ni goût ni d'odeur, des légumes qui n'ont ni goût ni d'odeur, elle va sortir le goût et l'odeur. Elle va sortir, elle va exploiter les forces. Et c'est un peu pareil aussi dans la conception d'un enfant. L'homme il donne une goutte, et la femme à partir de cette goutte, elle va faire des doigts, des yeux, un nez, elle va exploiter la goutte. C'est comme ça que ça fonctionne en vérité dans le système que Dieu il a conçu. Mais quand je parlais ici de qui cherches-tu, c'était un petit peu dans le sens de ce que vous avez dit. Il peut y avoir deux réponses lorsqu'on se marie ou lorsqu'on est marié et au cours du mariage, dans le sens qui cherches-tu? Alors la première réponse, ça peut être on cherche soi-même. Ça veut dire quoi on cherche soi-même? Ça veut dire qu'on cherche l'identique à soi-même. Mais je vais préciser, on cherche pour soi-même. Qui cherches-tu? Est-ce que tu cherches l'autre ou est-ce que tu cherches toi? Ça veut dire, est-ce que tu cherches quelqu'un qui va te nourrir? Est-ce que tu cherches quelqu'un qui te plaît? Quelqu'un qui te séduit? Quelqu'un qui va remplir les besoins qu'on a au quotidien et ce qu'on attend? On n'attend pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes priorités. En réalité donc, quand on se marie, est-ce qu'on se marie pour nous? Est-ce que c'est
de façon, on va dire, presque égoïste. Je ne vais pas me marier avec quelqu'un que je sais pas, que j'apprécie pas, qui ne m'attire pas. Je me marie pour moi, je me marie pour l'autre. Évidemment que je me marie pour moi. Je me marie pour moi. Et après, ça va, on va dire, s'interpréter et ça va s'habiller de façon des fois plus masquée. Qu'est-ce que ça donne si je me marie pour moi ? Si je me marie pour moi, lorsque l'autre ne me donne pas ce que moi j'ai besoin, ça va pas du tout. Hey, moi je me suis marié pour moi, je me suis pas marié pour toi, mon coco, ou ma cocotte. Je me suis marié pour que j'aille bien. Donc celui que je cherche dans la relation, c'est moi. Et puis des fois, ça peut être subtil. Se marier pour soi, ça peut vouloir par exemple faire un cadeau à l'autre, mais pour le retour. Ça peut vouloir rentrer tôt et faire des courses, mais pour le retour. C'est pour moi en vérité. Alors c'est presque malhonnête, mais je fais plein de choses, mais en définitive c'est pour moi. La preuve en est que si à la fin du film j'ai pas ce que je veux, ça va pas du tout. Ah, je crois que c'était pour moi le cadeau. Ah, donc comme maintenant on va pas chez tes parents, alors... Ah, parce que comme on va pas faire ce que tu as envie, alors... Donc en fait, c'était quoi ? C'était un canne à pêche avec un hameçon au bout. On a mis l'hameçon pour que le poisson y morde. Donc ça peut être subliminal. Mais encore une fois, si vous voulez, le centre ici, c'est moi. Je me nourris à moi. Donc je me suis marié, j'ai cherché quelqu'un qui allait me nourrir. Qui cherches-tu au travers de la relation ? Je cherche moi. Et donc ça peut être très simplement, j'ai vu si la personne, elle allait m'apporter tout ce dont j'avais besoin, ou qu'elle allait contribuer à mon bien-être, qu'elle allait augmenter mon bien-être, qu'elle allait contribuer à mon épanouissement. Et donc, comme on vient de le dire, de façon plus subliminale, ça peut être, en vérité, quand je fais quelque chose pour elle, je le fais pour moi. Quand je fais quelque chose pour lui, je le fais pour moi. Et de façon aussi subtile, je peux faire des choses, mais des choses qui sont adaptées à mon système, qui sont adaptées à mon goût. Je sais que ma femme, elle supporte pas aller à Deauville, mais moi j'adore aller à Deauville. Alors chérie, j'ai une super bonne nouvelle, on va en vacances. À Deauville. J'ai pas compris, on va en vacances pour toi ou pour moi ? Et j'ai acheté un super beau bijou, mais elle supporte pas les rubis. Elle aime que les diamants. Et moi j'ai acheté un très gros rubis. Ça, non seulement je t'offre un cadeau, mais en plus tu grognes. Mais attends, je t'ai pas obligé, moi, de t'offrir le cadeau. Je t'ai pas obligé. Ah non, je t'ai pas obligé. Et toi, tu peux quand même me dire merci, même si t'aimes pas la couleur. Alors là, c'est grossier ce que je vous dis, parce que mon objectif, c'est que ça apparaisse de façon flagrante à vos yeux. Mais ça l'est pas toujours. C'est beaucoup plus fin que ça. Donc ça veut dire combien il y a du moi dans ce que je te donne à toi. Ça veut dire c'est combien pour moi et combien pour toi. Waouh, c'est une vraie question ça. Combien tu te maries pour toi ou combien tu te maries pour l'autre ? Qui cherches-tu ? Qui cherches-tu ? Tu te maries pour donner ou tu te maries pour prendre ? La première version, je suis très honnête, moi je suis Ahmed. Je me suis marié pour moi. On m'a pas dit, il y a une shkina, la pauvre, elle a plein de problèmes, elle est très angoissée, elle crie énormément, elle est très nerveuse, elle a vraiment besoin d'un chic type comme toi. Tu veux pas te marier avec elle ? Bon, écoute, alors effectivement, on va parler de la deuxième possibilité, c'est qu'on se marie pas pour soi, on se marie pour l'autre. Qu'est-ce que c'est beau ! C'est beau. Pourquoi tu t'es marié avec ton mari ? Parce qu'il me faisait une peine. Mais alors je me suis dit, sans moi, il n'y arrivera jamais. Je me suis dit, la vérité, il faut que je l'aide celui-là. Il n'arrive pas à se lever le matin, il est sans arrêt grognon, il est très fainéant. Il y a plein de problèmes. Si je ne suis pas avec lui, les papiers, il les fera jamais, la cave, ça va traîner, je connais. Non, il faut que je le booste, il faut que je sois là, que je le réveille, que je le dynamise. C'est pour lui. Est-ce que c'est beau ? Alors je me marie pour l'autre. Quelque part, de façon plus raffinée, ce que je dis, parce qu'évidemment ça existe, vous l'avez bien compris, de façon mesurée, mais je m'efface toujours pour lui. Je m'efface toujours pour lui. Et je m'oublie. J'oublie mes besoins émotionnels.
j'oublie mes besoins, j'oublie ma famille, j'oublie tout le monde. Alors c'est bien, c'est super de s'oublier. Mais il n'y a pas de masochisme dedans. Il n'y a pas des fois des rôles qui sont utilisés et qui sont très mal utilisés. Alors je pose la question. Et d'un autre côté, c'est génial de se marier pour l'autre. Je peux t'aider, je peux te rendre service, je pourrais faire quelque chose pour toi, moi je suis là pour contribuer à ton bien-être. On est aux antipodes. Écoute-moi, tu t'es marié pour me rendre heureux, t'as compris ? Ben, je ne me suis pas marié pour ne pas que tu me rendes heureux. Franchement, je me suis marié pour que l'autre me rende heureux, pour que ma femme me rende heureux. Non ? Je me suis pas marié pour rendre heureuse ma femme. Ou alors si, non, mais c'est quoi ça ? C'est égoïste, ça, c'est pas ça le mariage. Tu t'es marié pour rendre heureuse ta femme. Tu t'es marié pour subvenir à tous ses besoins. D'ailleurs, c'est ça dans la Ketouba. Cher Ksud Veona, tu dois lui donner des vêtements, tu dois lui donner à manger, tu dois la chérir. Et puis il y a encore 7 mitzvot des Rabbanan, il y a plein de choses que tu dois faire pour elle. De l'autre côté, voilà. Comment ça marche ? Pour qui on se marie ? Tu cherches qui dans le mariage ? Tu cherches toi ou l'autre ? Donc là, cette petite blague qui est super répandue. Il est en train de manger son poisson, il adore le poisson. Tu aimes le poisson ? Non, j'aime pas le poisson, j'adore le poisson. Ben, si tu l'adores, pourquoi tu l'as tué ? Si tu l'aimais vraiment le poisson, tu l'aurais pas tué ? C'est pas le poisson que t'aimes, c'est toi. La preuve, tu l'as tué pour le manger. Il y a des gens qui tuent le conjoint pour le manger. Évidemment, c'est un machal. C'est une image, mais vous comprenez quoi, ce qu'il y a derrière. Ça veut dire que des fois, on torture l'autre pour avoir ce qu'on veut. On torture l'autre. Ah ben c'est parce que je l'aime. C'est parce que je l'aime que je crie sur elle. C'est parce que je l'aime que je peux m'emporter comme ça. Si je l'aimais pas, je m'en ficherais. Hein? Ben c'est parce que je l'aime. Et parce qu'on aime, on peut faire du mal. Alors, c'est pas faire du mal, un poisson, parce que là, l'exemple n'est pas bon, parce qu'évidemment, le poisson, il a été créé pour ça, quoi. Le poisson, on veut qu'on le mange pour l'élever avec notre tefila, etc. Donc, en tout état de cause, il y a une véritable problématique, ou en tout cas une réflexion que je vous invite à avoir ce soir, à savoir pour qui vous êtes-vous marié. Vous êtes-vous marié pour vous, ou vous êtes-vous marié pour l'autre? Qu'en dites-vous? Vous êtes marié pour qui? Le soir, vous avez rencontré, j'imagine que vous êtes tous rencontrés en Chidour. Vous êtes rentrés à la maison. Enfin, Chidour, c'est les présentations. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, ben, elle est pas mal. Il y a du répondant. Elle est mignonne. Elle est intelligente. Voilà, bon, voilà. Pour une première fois, c'est pas mal. Ouais, j'ai bien aimé. Il a du charisme. On voit qu'il va diriger sa maison. Il est riche d'esprit, en plus j'ai vu les généreux, j'ai beaucoup aimé, très galant, il a ouvert la porte, ça m'a plu beaucoup, puis il était bien habillé, il était chic, c'était chouette quoi. On n'a jamais vu un couple, enfin chacun qui va rentrer chez lui en disant ah je sens qu'il faut que je lui apporte le bonheur dans sa vie à celui-là. Ah je sens que je dois le rendre heureux celui-là. Alors qu'en dites-vous? Est-ce qu'on doit, oula, ce mot est très dangereux. Est-ce qu'on doit se marier pour soi-même? Est-ce qu'on doit se marier parce que chaque jour, c'est se marier? Chaque jour, c'est un mariage. C'est pas une fois on est marié et après c'est terminé. Le mariage, c'est chaque jour à nouveau. C'est un nouveau mariage chaque jour. Chaque jour, entre guillemets, on se remarie. On est dans un matzab de mariage. Alors, t'es marié? Non, j'ai été marié, j'étais marié. Ah, t'as divorcé? Non, je me suis marié longtemps. Oui, mais normalement, t'es marié tous les jours. Vous comprenez ce que je veux dire? T'es en vacances, là? Non, j'étais en vacances. Ah, parce que t'es plus en vacances, maintenant. Ben, quand t'étais en vacances, t'étais en vacances. Quand t'es plus en vacances, t'es plus en vacances. Là, on sent bien qu'on n'est plus en vacances. Hein. Le temps nous aide, la pluie, tout est là, quoi. On n'est plus en vacances. C'est clair, on n'est plus en vacances. Très bien. Mais là, pour le mariage, qu'on peut dire que tu t'étais marié? Ah oui, je me suis marié il y a longtemps. Non, mais aujourd'hui, t'es marié? Chaque jour, c'est un mariage. Donc, chaque jour, c'est quelque part une relation. Et on va le voir, qu'il va falloir nourrir. Une relation qu'il va falloir alimenter. Alors je pose la question. Au vu de ce que je vous ai dit là, brièvement, on se marie pour qui? Qui cherches-tu dans le mariage? Toi ou l'autre? L'autre.
L'autre? Toi? Hein? Les deux? Allez, dites, maintenant justifiez les réponses. Quand on se marie pour soi ou pour l'autre? On se marie pour les deux? Pour soi? Mais non, pour rendre heureux l'autre. Pour rendre heureux l'autre. Mais comme je t'ai dit, attention, hein, parce que des fois on cherche à rendre heureux l'autre, on fait tout pour le rendre heureux. Mais l'autre il grogne. On dit avec tout ce que j'ai fait pour toi et tu grognes. Ah, donc c'était pas pour me rendre heureuse. C'était pour avoir le plaisir d'avoir une femme heureuse. Parce que c'est un kiff d'avoir sa femme qui est heureuse. Ouais. Donc est-ce que tu fais pour le kiff que tu as d'avoir rendu ta femme heureuse ou tu fais vraiment pour une femme qui est heureuse? Est-ce que tu comprends? Ça veut dire concrètement, est-ce que tu le fais vraiment pour l'autre ou est-ce que tu le fais pour avoir les avantages d'avoir une femme qui est bien? Imagine le mari, il est extraordinaire, mais alors il a une femme odieuse, ou l'inverse. Et on fait tout pour la rendre bien, ou pour le rendre bien. Vraiment tout. Et l'autre, oui, il profite de tout ça. Mais en même temps, il ne retourne pas ce bien. Il ne nous rend pas ce bien. Difficile. On ne doit pas faire pour recevoir aussi. Exactement. On ne doit pas faire pour recevoir, mais c'est dur de ne pas faire pour recevoir, hein. Parce que quand on est là, quand on se plie, quand on demande à l'autre qu'est-ce qu'il a besoin, émotionnellement, physiquement, tout ce que vous voulez, psychologiquement, et puis qu'au retour, on a besoin de parler avec lui un jour, on a besoin de quelque chose, et puis qu'il n'est pas là, ça fait bobo, hein. Il y a de la réciprocité dans une relation. Alors vous diriez donc, soit plus pour moi ou plus pour l'autre, je me marie? Moi, j'irais plus pour l'autre. Plus pour l'autre? Ni pour l'un ni pour l'autre. Ni pour l'un ni pour l'autre? Ouais. Alors pour qui? En fait, non. Attendez, laissez-le s'exprimer. Non. Non, mais, je ne me rappelais plus de cette phrase, mais c'est... L'idée, c'est pas grave. On enlève la volonté de l'un et de l'autre pour... je ne sais plus comment... Allez-y. Pour une volonté commune? Oui. Quelque chose comme ça? Ouais. Je ne me rappelle plus, en fait. C'est pas grave. Ça serait quelque part retirer son moi et retirer le moi de l'autre et créer un nouveau moi, une nouvelle relation. Sortir des deux jeux pour un nous. Ah. C'est un peu ce que vous aviez dit tout à l'heure, les deux. Donc quand on se marie pour les deux. Intéressant ça. On se marie pour quoi faire? C'est intéressant comme question. Alors, effectivement, on va aller sur la piste de se dire qu'un mariage sain, c'est un mariage où on se dit, on se marie pour les deux. Et pourquoi pas, ce soit pour les deux. Parce qu'effectivement, se marier que pour soi, c'est un peu dur. Se marier que pour soi, ça serait, je suis en mode jeu, je suis en mode profit. Et je vais chercher le profit maximum. Et tout ce que je vais faire va être en vérité intentionnalisé pour le profit que je vais en tirer. Donc quand même quand je vais faire un cadeau à l'autre, je vais le faire pour le profit. Même quand je vais céder certaines choses ou que je vais faire des efforts quels qu'ils soient, c'est pour avoir un retour. Parce que pour ne pas attendre de retour, comme tu l'as dit, il faut être capable de donner pour ne pas attendre de retour. Donner et ne pas attendre de retour, c'est vraiment donner parce qu'on pense à l'autre et on ne pense plus à soi. Ça nécessite un vitour, c'est-à-dire un renoncement de soi ou un effacement de soi qui est très très important. C'est la raison pour laquelle, au travers de cette question de qui cherches-tu, ça nous amène à cette idée qu'on doit avoir constamment en tête dans un couple. L'idée de se dire qu'un couple, ce n'est pas ou, mais c'est et. Ce n'est pas ou toi ou moi, mais c'est et toi et moi. Le mot magique dans un couple, c'est et. Le mot destructeur dans un couple, c'est ou. On va ou chez tes parents ou chez mes parents. C'est ou toi qui décides pour les enfants ou moi qui décide. À partir du moment où on emploie le mot ou, il y a forcément l'un des deux qui va se sentir frustré, qui va se sentir rabaissé, mis de côté. Et tout le travail du couple, ça va être de se dire, eh ben non, mon couple, je veux le bâtir sur le principe du et toi et moi.
au détail très très important, c'est que dans ce et, et j'espère que vous l'avez compris ce et, eh bien dans ce et, il y a un point qui va être très important, c'est qu'il va falloir redresser la barre. Quelque chose qui est tordu d'un côté, il faut le tordre de l'autre. Quand la chose, elle n'est pas tordue, elle est en équilibre, c'est parfait. Mais lorsque elle est tordue d'un côté, il va falloir la tordre de l'autre. Et on est tous tordus d'un côté, nous. De quel côté on est tordu ? On est tordu de notre côté. C'est-à-dire qu'on est toujours plus intéressé par soi que par l'autre. C'est ce qu'on appelle en français l'amour-propre. L'amour-propre fait que on est beaucoup plus dérangé par les défauts de l'autre que par ses propres défauts, même quand c'est les mêmes. Ça veut dire que la même chose que l'autre y fait nous dérange 1000 fois plus que quand on le fait nous-mêmes. Arriver en retard, dire un mot au-dessus de l'autre, parler sur papa ou maman de l'autre côté, ne pas respecter l'organisation de la maison, je ne sais pas quoi. Petite anecdote, il y avait une femme qui me racontait, à chaque fois, enfin le mari me racontait, il me disait à chaque fois que je pique dans la salade, ma femme, elle me fait un scandale. Mais dans ton assiette. Je ne supporte pas quand tu piques. Alors pourquoi elle pique 2 minutes après ? Hein ? Ça ne te dérange pas ? Ah, ça te dérange quand je pique, mais ouais, c'est sale, t'as qu'à me mettre dans l'assiette. Mais toi, tu piques. Dans les 2 sens du terme, tu piques. Mais soi-même, on ne se pique pas pareil. C'est quand on arrive en retard. On cherche toujours et on trouve toujours des circonstances. Oh, il y avait des embouteillages, il y avait ça, il y avait ça. On espère que l'autre, il va être clément avec son jugement. Ouais, je comprends. Mais par contre, quand l'autre, il arrive en retard, tu te fous de moi ou quoi ? Ça fait combien de temps ? On se met pas à la place de l'autre. C'est difficile, hein ? Se mettre à la place de l'autre. Et d'ailleurs, c'est ça, on va le voir, le Haftal Rakamocha. L'amour du prochain, c'est quoi ? Il dit les Zaken. Comme t'aimerais être jugé dans la même situation, juge-le. Fais cet exercice mental. Il est à la faute, comment tu aurais aimé être jugé ? On n'a pas dit d'être forcément dans le laxisme et d'accepter tout. Mais en même temps, comme toi, tu aurais aimé être jugé, juge-le. Et il y a ce travail de détachement qu'il va falloir faire qui n'est pas évident. Parce que vis-à-vis de nous-mêmes, spontanément, on a cet amour-propre qui nous protège de notre jugement. Alors pour rectifier le tir, pour arriver à l'équilibre, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Mettre de l'ordre. L'ordre inverse à ce qu'il est initialement. C'est-à-dire, l'ordre initial c'est moi et toi. Je vais te faire de la place. C'est que le mot kavod en hébreu vient du mot mechabed, qui veut dire balayer. Balayer, c'est quoi ? C'est faire de la place. C'est quand tu balayes. Il s'est balayé, il a laissé de la place. Quand vous recevez des invités à la maison, quelque part, vous arrêtez tout à faire cessante, toutes vos activités, et puis vous donnez de l'importance à vos invités. Oh, c'est le kavod qui m'a fait, c'est pas le kavod, ils m'ont reçu. Et il y avait des regards, que des yeux sur moi, et la table était là, et il s'est assis, il a lâché son portable, elle était au téléphone, elle a raccroché dès que je suis rentré. L'attention que j'ai reçue, la place que j'ai reçue, la place qu'ils m'ont fait. Le kavod. C'est ça le kavod, c'est la place qu'on donne à l'autre. Alors quelque part, oui, il va falloir redresser la barre. La barre à cause de mon amour propre. Et ça veut dire quoi redresser la barre ? C'est ne pas dire il y a moi et toi, mais il y a toi et moi. Rambam dit, le travail qu'il va falloir que tu fasses pour arriver à l'équilibre, c'est de faire passer l'autre avant toi. D'ailleurs, pour la petite blague, et ce n'est pas une, la Gemara, elle dit que le lendemain du mariage, on posait la question aux mariés. Et on lui disait Matza Isha, on lui disait Matza ou Motse ? Alors Matza ou Motse, ça voulait dire t'as trouvé une femme canon ou une femme diabolique ? Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 versets qui parlent de trouver une femme. Matza Isha, Matza Tov, celui qui trouve une femme, mais il trouve du bien. Et l'autre verset, il dit Motse ani mar mimavet, j'ai trouvé plus amer que la mort, Matza Isha, j'ai trouvé une femme. Veyaselo ezer kenegdo. Tu feras une aide contre lui. Ou ça sera ton plus grand soutien, ou ça sera ton plus grand bourreau. C'est comme ça, c'est écrit. Matza isha matza tov. Il a trouvé une femme, il a trouvé du bien avec mot matza. Motzi anima mimavet, j'ai trouvé plus amer que la mort, je trouve une femme. Alors le lendemain du mariage, on disait au khatan, alors, matza ou motze ? C'est le paradis ou l'enfer ? C'est un peu tôt pour poser la question.
Laisse quelques années quand même. On va voir ça. Un point sur cette explication qui est magnifique, c'est qu'est-ce que nous disent les sages? Eh bien, ça dépend de toi en vérité. Ça dépend de qui tu mets en avant. Quand tu te mets toi en avant, Motsi Ani, le verset il nous dit, Mar Mavet Matsaisha. Si tu cherches Motse Ani, dans la phrase ça donne Motse Ani, j'ai trouvé plus amer que la mort. C'est-à-dire que si avant ta femme t'as placé le jeu, Motse Ani, alors Mar Mavet, alors ta femme elle sera plus amère que la mort. Mais si Matsa Isha, si ce que tu as cherché c'est l'autre, c'est la femme, alors tu trouveras du bien. Ça veut dire qu'au travers ces deux versets, on nous dit rectifie le tir. Amechabed et ishto, yoter migufo. Rambam nous dit, tu dois honorer ta femme plus que ton propre corps. Tu dois considérer ta femme comme une reine et ta femme doit considérer son mari comme un roi. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Bien sûr, nous allons vivre dans le « et », c'est-à-dire il y a de la place et pour toi et pour moi, de l'attention et pour toi et pour moi, chacun doit contribuer et pour toi et pour moi, c'est-à-dire je dois aussi penser à moi, je ne dois pas penser qu'à toi, comme on s'est posé la question au début, tu cherches toi ou tu cherches l'autre? Je cherche les deux, je cherche et l'autre et moi. Seulement, comme je sais que je pense d'abord à moi d'habitude, avant à toi, il faut que je rectifie le tir pour être sûr d'être dans l'équilibre. Je vais d'abord penser à toi avant moi. C'est-à-dire que c'est d'abord toi et après moi. Et ça, c'est une clé. Une clé très importante. Ça veut dire quoi? Que moi, je cherche à me sentir bien. Mais je dois chercher aussi à ce que tu te sentes bien. Seulement cet ordre, c'est pas le bon. Le bon ordre, c'est d'abord je cherche à ce que tu te sentes bien et je cherche à me sentir bien. Je ne dois pas rentrer en apnée. Je ne dois pas m'oublier. Parce qu'à force de m'oublier, ce sacrifice, il risque de coûter très très cher. Bon, en fait, il ne m'apporte rien. Bon, en fait, elle m'apporte... Bon, en fait, je suis à son service. Donc, je ne suis pas heureux, moi. Et puis, ça ressort au bout de 5 ans, 10 ans, 3 ans. Ça dépend. Ouais, c'est pas le but. Le but, c'est d'être heureux aussi. On se marie pour être heureux. On ne se marie pas que pour rendre heureux. Seulement, l'idée de la réflexion, c'est de savoir doser et remettre en ordre. Donc, oui, c'est et pour elle, et pour moi, et pour lui, et pour elle, mais de façon à faire passer toujours l'autre avant soi pour pouvoir être sûr de rééquilibrer le déséquilibre causé par l'amour-propre. Et c'est d'ailleurs à mon sens, peut-être, je vais exagérer, le seul, je ne veux pas exagérer, celui où c'est le plus remarquable, la mitzvah de Ve'afta l'iracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je vous en supplie. Avec qui vraiment on peut arriver à accomplir cette mitzvah si ce n'est qu'avec son conjoint? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avec qui vous allez aimer quelqu'un comme vous-même si ce n'est pas votre conjoint? Avec qui ça va être difficile? Avec son conjoint, parce que c'est le vrai Edgar, c'est le vrai défi. Aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire je vais me soucier de toi comme je vais me soucier de moi. Je vais chercher à ce que tu ailles bien autant que je vais chercher à aller bien. C'est très dur ça. Je vais chercher autant ton bien que mon bien. Je vais chercher autant à ce que tu ailles bien que je vais chercher à aller bien. Alors encore une fois, attention aux extrêmes. Attention aux extrêmes. Tous les extrêmes ne sont pas bons. On dit d'ailleurs pourquoi Paracha Sodome, ils ont été détruits. Parce qu'ils étaient dans l'autre extrême. L'autre extrême de dire que parce que il y a eu du vol à l'époque de la génération de Noach, alors elle a été détruite. Alors ils se sont dit, pour qu'il n'y ait plus de vol, Shéli, Shelach. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Plus personne ne donne à personne, interdit la tzedaka, interdit d'échange, interdit de partage. Le Rabbi nous dit, c'est parce qu'ils sont tombés dans l'autre extrême, en voulant se préserver du déluge de Noé, qu'ils en sont arrivés eux aussi à être détruits, compte tenu du fait qu'ils ont été à l'autre extrême. Donc là c'est pareil. Quand je vais dans l'extrême de ne penser qu'à l'autre, c'est très dangereux. Quand je vais dans l'extrême de ne penser qu'à moi, c'est très dangereux aussi. Je dois être dans l'équilibre. Seulement pour que cet équilibre soit un véritable équilibre, j'ai d'abord besoin de penser à toi avant de penser à moi. C'est-à-dire de redresser la barre de cet amour-propre qui me pousse toujours à voir mon intérêt à moi. Pour arriver à ce vrai Ve'afta l'iracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit Ata lo evotra. Ouais, vatashini. Toi ne t'aimes pas, hein? Même l'autre. Non, on t'a dit tu dois t'aimer. Mais tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes. D'ailleurs, ce qu'il dit le rabbi précédent, le rabbi Savitzrak.
Il dit les gens comprennent très très mal cette phrase de Ve'ahavta l're'echa kamocha. Ils la comprennent et la traduisent en disant tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il dit c'est pas ça. Ve'ahavta l're'echa kamocha, c'est que tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire que si tu t'aimes pas, comment tu peux aimer l'autre? Ça veut dire qu'il faut apprendre à aimer l'autre comme on s'aime soi-même. Mais ça veut dire que pour pouvoir aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Donc on n'a pas dit ne t'aime pas. On t'a pas dit ne prends pas de place. On t'a pas dit ne parle pas de tes besoins. Ne parle pas de ce que toi tu as envie. Bien sûr que tu t'es marié pour que l'autre contribue à ton bien, à ton bonheur. Tu t'es marié pour recevoir. Il y a du don et il y a de la réception. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça, qui cherches-tu? Parce que j'étais dans les deux pôles. Oh, tu sais, moi, je me suis marié, je croyais qu'elle allait me rendre. Je croyais qu'elle allait faire. Je croyais qu'elle allait. Mais c'était quoi? C'était une chiffra? C'était une servante? C'était quoi? Avec qui tu voulais te marier? C'était quoi? Une femme de ménage, en plus d'une mère, en plus d'une... J'ai pas compris. Fallait prendre Madame Boniche. Si t'es pas marié avec Madame Boniche, oui, maintenant j'ai envie de partir en vacances, maintenant j'ai envie de faire ça, maintenant j'ai envie de faire... D'accord. Et j'existe, je veux dire. Et d'un autre côté, se dire, bah oui, mais moi je me suis marié avant tout pour l'autre, c'est lui qui compte dans ma vie, si elle est heureuse, donc... Ben non, c'est pas toujours comme ça, c'est pas si simple que ça. Il faut savoir aussi se respecter. Donc il y a cette notion de Dieu. Voilà pourquoi qui cherches-tu? Ben je cherche. Exactement. Et pas moi et toi. Donc je sais qu'il va falloir, en permanence pratiquement, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, je vais la juger là, ou je vais le juger là. Mais comment moi j'aurais aimé être jugé à sa place? Oh, c'est pas mal. Attends, mais moi je lui demande de faire ce que moi je veux. Mais comment elle veut? Ou comment lui il veut? Est-ce que vous comprenez? C'est un jeu de rôle. C'est réussir à se transposer dans l'autre. Et de se dire, l'autre compte pour moi autant que je compte pour moi. Le bien-être de l'autre compte pour moi autant que mon bien-être compte pour moi. Et je vous pose la question, est-ce que c'est pas l'évidence de Ve'ahavta l're'echa kamocha? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que le vrai terreau, ou le vrai champ du Ve'ahavta l're'echa kamocha, c'est dans le couple que ça se trouve. Si une personne, elle sait faire Ve'ahavta l're'echa kamocha, ah oui, faire de la tzedaka, mais des fois, c'est pas difficile. Donner quelque chose de si superficiel, de devoir renoncer à certaines choses à l'intérieur de soi, etc. Et puis de façon plus fine et plus détaillée, comme je le dis tout à l'heure, mais j'y reviens, c'est pas toujours aussi grossier que ce que je viens de dire maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par grossier? C'est-à-dire, c'est pas aussi global que ça, c'est des fois beaucoup plus fin. Parce qu'on est capable de faire pour l'autre. Mais quand on fait pour l'autre à sa sauce, dans son système à soi, alors on ne fait pas exister l'autre. On veut donner à l'autre, mais de sa façon à soi. Et c'est là le grand enjeu et le grand défi du couple. C'est qu'on a tous des systèmes différents. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, ou Chandel vous en a déjà parlé, des 5 langages de l'amour. Tu as déjà parlé de ça? C'est quelque chose qui est fondamental. Savoir que l'amour ne s'exprime pas ou ne se reçoit pas de façon identique. On a différentes façons d'être sensible à l'amour. Comme quand on va mettre de l'essence, si on met dans la voiture du diesel alors que c'est 98, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais c'est une cata. Mais pas seulement ça marche pas, il faut tout vider. C'est la galère. Moi, une fois, je crois que ça m'est arrivé en scooter, on a renversé le scooter, on a tout vidé, une tannée. Donc ça veut dire, mais avec tout ce que j'ai fait pour elle, avec tout ce que j'ai fait pour lui, mais je suis dans le « et ». Mais c'est pas possible, elle est jamais contente, il est jamais content, elle est jamais satisfaite, ou il est jamais satisfait. Ou est-ce que tu lui as parlé sa langue? Ça veut dire, est-ce que tu as réussi à t'adapter en disant, j'ai compris qu'elle avait, ou qu'il avait un autre système de fonctionnement que moi. Après, on parlera du fonctionnement homme-femme. Pour l'instant, on parle du fonctionnement en langage de l'amour, où il y a différentes façons d'exprimer. Et il y a différentes façons, ou différents langages de sensibilité. Et ça va au point, c'est pour ça qu'on appelle ça des langages de l'amour, parce que si vous dites à quelqu'un et vous commencez à lui parler en latin pendant un quart d'heure et vous faites une déclaration d'amour en latin, ça ne donnera rien s'il ne parle pas latin.
Et donc, parmi les 5 langages de l'amour, c'est pas le cours de ce soir, mais ça fait partie de cet élément de savoir parler dans le langage de l'autre. Savoir que le langage de l'amour, c'est... Il y a des gens qui sont très sensibles aux mots, des compliments, des mots doux. Et ces mots montrent qu'on aime l'autre. Mais il y a une autre sensibilité qui s'appelle des moments privilégiés. C'est-à-dire avoir un moment où on est complètement concentré sur la personne, on lui donne toute son attention, on parle avec elle, on lui montre de la chashivut, de l'importance. Et si, imaginez-vous qu'il y en a un qui est moment privilégié et puis l'autre qui est langage de l'amour, ça veut dire que, alors, parole valorisante, allô, ça va mon chéri, alors, que des mots gentils. Oh, mais si lui, il n'est pas sensible à ça et que lui, ce qu'il aime, c'est se retrouver seul avec elle et qu'elle lui parle de lui, comment il va et comment il fait, il ne sera pas nourri. Et alors lui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va risquer, ou elle va risquer, de dire à l'autre comme elle a besoin et pas comme lui, il a besoin. Alors après, ce langage de l'amour, il y a aussi les services rendus. Il y a des gens qui sont sensibles aux services rendus. C'est-à-dire, quand je suis en galère, hop, il vient m'aider. Et bien comme ça, un mari qui dit, dis donc, si j'avais su qu'en descendant la poubelle, ma femme m'aimerait plus. C'est vrai. Oui, c'est pas drôle, c'est vrai. Enfin, c'est drôle, oui, mais c'est vrai. C'est surtout vrai plus que drôle. Ça fait 20 fois que je me changeais la lampe, ça fait 30 fois que je demande d'aller m'acheter ça. Mais pour elle, ça veut dire, elle ne m'aime pas. Mais dis-moi, je t'ai acheté un bijou à 3000. Mais je m'en fous de ton bijou à 3000. Parce que toi, t'es cadeau. Parce que ça, c'est un autre langage de l'amour. Ça veut dire qu'on a des sensibilités différentes. Ce qui fait que quand je donne à l'autre, mais pas dans le système de l'autre, l'autre ne reçoit pas. C'est comme tu vas à la poste, mais t'as pas envoyé la bonne adresse. Tu recevras pas. Mais je l'ai envoyé, on s'en fout. Un colis, il compte pas quand tu l'envoies, quand il est reçu. Donc demande à l'autre, c'est quoi ta sensibilité, comment tu fonctionnes. Et maintenant que je sais comment tu fonctionnes, c'est pas évident, parce qu'il va falloir que je m'adapte à ton fonctionnement. Parce que moi, ça me saoule tes mots gentils, là. Moi, j'ai pas été éduqué comme ça, moi, à la maison, même avec ma mère. Salut, ça va? Ouais, toi. Ah, tu m'as dit bonjour, ça fait 6 mois que tu m'as pas dit bonjour. C'est vrai. Alors qu'il y a des couples, je connais, le vendredi soir, après Shalom Aleichem, c'est tout le monde les bisous, le maman, le papa, c'est les câlins, c'est... Waouh! Imaginez-vous, vous avez grandi dans une famille où c'est câlin à gogo, et c'est des bisous du matin et le soir, et personne ne part de la maison sans avoir fait un bisou à maman et à papa. C'est vrai ou pas? Et le soir, etc. Et l'autre, il a vécu, je sais pas, j'ai jamais fait un bisou à ma mère de ma vie. L'autre, il est là, tu m'aimes pas, tu m'approches pas, c'est ça, il y a pas du tactile, il y a rien. Je dis, j'ai pas été éduqué à exprimer l'amour par du tactile. J'ai toujours été éduqué que quand ma mère m'a dit, viens, j'ai besoin de toi tout de suite, rapplique. Je rappliquais, ma mère, elle était contente, j'ai cru que c'était ça, aimer sa mère, aimer les gens, quoi. C'était être sensible à le besoin de l'autre, ça veut dire être réactif immédiatement au moment où l'autre, il a besoin de nous. C'est aussi vrai l'un que l'autre. Mais là, on parle d'adaptation. Donc, quand on parle du « et », c'est pas juste grossièrement le « et », je pense aussi à l'autre. C'est fin, c'est un vrai avoda, c'est un vrai travail intérieur. C'est un travail de faire exister l'autre autant qu'on existe à l'intérieur de nous dans son système et pas dans notre système. Et c'est dur. Et c'est pas parce qu'on le sait que ça suffit. Et c'est pas parce que vous avez entendu ça ce soir que ça va être facile. Et c'est pas non plus parce que tu vas alors viens, on regarde ce livre, les 5 langages de l'amour. Donc il y a quoi là? Parole valorisante, tactile, cadeau, service rendu, moment privilégié. C'est les 5. Ok, c'est sympa. Il y en a peut-être plus, mais c'est ceux-là qui sont connus. Ok, c'est sympa. Donc on va apprendre de l'autre, on va apprendre comment ça fonctionne, etc. T'es quoi toi? Je sais pas. Demande-toi ce que tu fais quand tu as envie de dire je t'aime à l'autre, quand tu as envie de lui montrer ton amour, etc., etc. Ça va se construire. On va apprendre à regarder l'autre. Mais on va apprendre à regarder l'autre au travers son système. Après, je ne vais pas trop développer, mais je pourrais vous parler pendant 1 heure de la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes et les systèmes des hommes et des femmes. Ça ne veut pas dire que le système des femmes n'est que chez les femmes, le système des hommes n'est que chez les hommes. Il y a des systèmes de femmes qui sont un peu chez les hommes et des hommes qui sont un peu chez les femmes. Mais de façon générale, ça fonctionne très différemment, un homme et une femme. En tout cas, le système féminin et masculin fonctionne très différemment. Et je vous invite à lire dessus. Et c'est vachement intéressant. Mais vous allez comprendre qu'on a des systèmes différents, donc on a des besoins différents. Donc on est nourri de façon différente. Et même la façon de parler doit être différente. La façon de s'adresser. Et Dieu nous le dit, quand Dieu il a donné la Torah au homme Israël, il a dit « Kotomar le bet Yaakov et tagid le bnei Israël ». À un homme, tu ne parles pas comme à une femme. À un homme, tu parles tagid, milachon guide anaché, avec dureté. Un homme, il a besoin de force, de poigne. Quand tu parles à une femme, Tomar, tu parles avec douceur, tu parles avec calme, tu descends la décibel. Et avec une femme, on parle doucement. Alors il y a des hommes aujourd'hui avec qui on doit parler doucement. Il y a des femmes avec qui on doit parler un peu plus dur.
Parce que on va dire, c'est plus la mouvance du masculin ou du féminin, et on a tous un peu de masculin et féminin. Mais là, je parle dans la globalité. Donc, savoir s'adapter aussi. Savoir qu'à une femme, on ne parle pas comme un seul associé. À une femme, on ne parle pas comme avec un copain avec qui on se dispute. Vous comprenez ? Et de la même façon, donc, après, on va dire comme ça, rentrer dans l'apprentissage et dans la découverte du fonctionnement de l'autre. Par exemple, je sais pas moi, quand elle me parle de ma mère, je m'en fous. Mais quand j'ai un demi-mot sur sa mère, c'est la guerre. Mais pourquoi on aurait la même sensibilité sur le même sujet ? Donc je vais devoir apprendre son système de sensibilité qui n'est pas forcément comme le mien. Et donc comme je sais qu'elle est hypersensible dès que je parle sur sa mère ou dès que je parle sur un sujet qui lui est très sensible, eh ben, je vais devoir contourner sa sensibilité. Et je vais pas me dire, oh, t'as vu, arrête, prends la tête pour ça. Moi, t'as vu, quand il se passe cette contrariété, moi, j'en ai pas tellement d'importance. Mais pour elle, c'est un olam, c'est un monde. Ben, encore une fois, j'espère que vous l'avez un peu ressenti. Vivre avec l'autre, c'est vivre avec l'autre tel que l'autre y vit, et pas tel que moi je vis. Donc le « et », vous comprenez qu'il est beaucoup plus fin, et beaucoup plus profond et en détail que le « et » global. Donc oui, il y a ce « et » global, mais il y a le « et » détail. Le « et » qui veut dire ton système à toi. Et plus, et là c'est la bonne nouvelle, c'est un cercle vertueux, c'est des vases communicants. Et plus on va apprendre à regarder l'autre au travers l'autre, et plus l'autre il aura de la facilité aussi à nous regarder au travers notre système. Quand il va voir qu'on s'adapte, il va lui aussi s'adapter, parce qu'on marche tous avec ce qu'on appelle des neurones miroirs. Ça veut dire comme un bébé, quand tu le prends comme ça, et que tu le regardes et que tu lui souris, il te sourit. On est tous hyper influençables. On vit tous adaptés avec un système, par exemple. Pourquoi vous avez tourné la tête ? Je vous ai pas demandé de tourner la tête. Je vous ai rien demandé, mais vous avez tous tourné la tête. Pourquoi je vous ai demandé ? Vous avez décidé de tourner la tête. Pourquoi ? Parce que quand je bouge, vous bougez. Quand dans un couple, il y en a un qui bouge, l'autre forcément il bouge. Sans lui avoir demandé de bouger. Est-ce que vous comprenez ? C'est ce qu'on appelle la systémique. Donc, cette idée, elle veut bien dire que chacun il a sa responsabilité, mais qu'en même temps, cette responsabilité, c'est engager l'existence de l'autre sans non plus occulter mon existence. Je vais pouvoir dire ce que j'ai besoin. Je vais pouvoir dire ce qui est important pour moi. Je vais pouvoir dire comment tu pourrais aussi me rendre heureuse, ou heureux. Parce que comme c'est des vases communicants, si je suis pas heureux, comment tu vas être heureux ? C'est comme deux associés. Il ne peut pas y avoir un qui gagne beaucoup d'argent et un qui perd de l'argent. S'il y en a un qui perd, l'autre il va perdre. Donc l'idée, c'est de savoir se soucier de l'autre, être dans le « et » de voir l'autre comme un « et », mais après revenir à nous et pouvoir exprimer ce qu'on a besoin. Et pouvoir dire, tu sais, je crois que c'est important pour moi de t'offrir ce qui me plaît. C'est important pour moi de t'offrir et de te dire ce qui est important pour moi. Et c'est important pour toi. Parce que tu vas voir, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait encore plus de bien de rendre l'autre heureux que d'être heureux soi-même. Donc pourquoi t'attends que l'autre il découvre comment te rendre heureuse ou te rendre heureux ? Pourquoi tu lui dirais pas toi-même ce que tu as besoin ? Pourquoi tu verbaliserais pas, tu prendrais pas la responsabilité de dire à l'autre, tu sais, quand tu fais ça, ça me rend super heureux. Tu sais, quand tu fais ça, ça me fait super plaisir. Quand je rentre le soir à 7h30 et que le plat il est chaud, ça me fait super plaisir. Je l'avais dit. Quand à 7h30 je rentre à la maison et que le plat il est chaud, pour toi c'est débile. Alors c'est peut-être primitif, mais c'était comme le guerrier qui rentrait de la chasse et que sa femme avait préparé un bon gibier en disant je te gratifie de ton effort, de ta chasse. Et il y a de ça. Le mari rentre et la femme elle a fait à manger un plat chaud, etc. C'est pas le plat, c'est pas la chaleur. C'est ce qu'il y a derrière. Annie Doeg, je me suis soucié de ton bien-être. Je sais que pour toi, c'est quelque chose chez l'homme qui est important. Dans un couple, je me rappelle, il commandait tous les soirs. Elle dit, ça va, il a plein d'argent, qui s'en fout de toute façon. On a plein d'argent, on s'en fout, on commande, en plus c'est sympa. Elle comprenait pas. Le jour où on a parlé avec cette femme et on lui a fait comprendre que la femme c'est l'intérieur, quand elle va s'occuper de son intérieur, quand elle va s'occuper de la décoration, des bibelots, quand elle va s'occuper de faire à manger à son mari, alors c'est de son mari qu'elle s'occupe. Et quand ils sont revenus au bout de quelques temps, ils m'ont dit c'est incroyable la transformation que ça a créé dans le couple. C'est incroyable. Parce qu'ils se sentaient, c'est ni la nourriture, ni les bibelots.
C'était l'importance qu'elle donnait à l'intérieur, l'importance qu'elle donnait à la construction de l'intérieur du mari. C'est comme le mari qui va construire le mur et la femme qui va décorer, comme on l'a dit tout à l'heure. L'homme c'est le yud, la femme c'est le hé. Donc, parmi des choses qui peuvent vous paraître complètement vides de sens et vides de valeur, ben pour l'autre, ça représente autre chose. C'est pas que la chose elle-même. Est-ce que vous comprenez ou pas? Quand un mari, il voit sa femme épuisée, et comme il a fait son job, il a bossé toute la journée, elle c'est la maison, mais que le mari remonte les manches et qu'il va commencer à faire le balai, qu'il va passer la serpillière alors que c'est pas son rôle, etc., mais qui va dire ta femme de ménage elle a planté, c'est à toi, c'est moi qui dois être là pour toi, mais c'est pas tellement la serpillière qui va toucher la femme, parce que de toute façon le mari va faire mal la serpillière, c'est sûr. Et il va mal faire la vaisselle, c'est sûr. Il va même ranger, même le lave-vaisselle, il va mal la ranger dans le lave-vaisselle, c'est sûr. Elle va devoir le refaire. Et elle va devoir se taire pour ne pas faire de reproches, parce qu'en plus, s'il a aidé qu'elle fait des reproches, alors là, c'est la fin des haricots. Le mari dit, tu vois, à chaque fois que je fais quelque chose, tu me le reproches. Alors que le mari, il veut qu'une seule chose, c'est rendre sa femme heureuse. Donc quand la femme, elle dit, je suis pas contente de toi, il n'y a rien de mieux que de lui couper l'herbe sous les pieds. Elle va dire, tu sais quoi, à la limite, ce que j'apprécie, c'est son geste. C'est je vois qu'il a de la herpatiout pour moi. Il voit que je suis fatigué, comme un homme qui avait dit au rabbi, est-ce que c'est vrai que le samedi soir, c'est une ségoula de plier son talit motzei Shabbat? Ça veut dire de plier tout de suite son talit à la fin de Shabbat, c'est bien pour le shalom bayit. Le rabbi dit, je sais pas, mais en tout cas ce que je sais, c'est que retrousser les manches motzei Shabbat pour faire la vaisselle avec sa femme, c'est sûr que c'est une ségoula pour shalom bayit. Bah oui. Et encore une fois, c'est pas tellement faire la vaisselle ou faire ça. Parce que si le mari il était occupé avec les enfants ou il était occupé à quelque chose qui était en train de, je sais pas quoi, imaginez-vous, de régler quelque chose pour la femme elle ne demanderait même pas au mari. C'est le fait de montrer à l'autre que, voilà, un service rendu, il est là pour moi, il m'aide. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans les quelques minutes qui restent, parce qu'on m'a dit que ça a duré 1 heure, et les 50 minutes, donc il en reste 10 minutes, vous parlez de quelques écueils que le couple peut rencontrer. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que son couple, il doit ressembler à un Gan Eden. Son couple, il doit ressembler à un Gan Eden. Adam et Chava, c'est dans un Gan Eden. Notre couple, ça doit être le Gan Eden. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on souhaite des brachot à un nouveau marié, à une nouvelle mariée, on lui dit « Inve gefen ve inve gefen ». On lui dit que ton mariage ressemble à des vignes de raisin. Pourquoi? Pourquoi inve gefen? Vous avez vu sur les roupotes, il y a des vignes de raisin. Pourquoi le raisin? Quel rapport avec inve gefen? Le raisin, parce que c'est un fruit. Et en général, on mange des fruits que pour le plaisir. En général, on ne se nourrit pas de fruits. C'est à la fin du repas qu'on met des fruits. Et en général, on mange des fruits que pour le plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite en vérité au Khatan et Kala quand on met des fruits, quand on parle d'une Vagéfen? Que vous puissiez rentrer à la maison toute votre vie, jamais par devoir, mais que par plaisir. Que votre maison soit un Gan Eden. Que pour le mari et pour la femme, ça soit un kiff de rentrer à la maison. Que ça soit une Vagéfen. Ah, pourquoi du vin, pourquoi du raisin et pas un autre fruit? Parce que la particularité du raisin, c'est quand on le presse et qu'il vieillit, il s'ennoblit. Et c'est ce qu'on souhaite aussi. C'est de dire qu'avec le temps, on souhaite que votre mariage vous bonifie, que votre mariage, que votre Gan Eden devienne de plus en plus beau. Ça veut dire que c'est un travail récurrent, mais un travail où on ne sent plus le travail. Vous savez, quand on aime, alors on ne sent pas le travail. Quand vous travaillez, vous faites quelque chose qui vous plaît, vous ne voyez même pas le temps passer, et vous ne voyez même pas l'effort comme une sorte de frustration, mais au contraire, comme un plaisir. Quand vous aidez quelqu'un que vous aimez énormément et qu'il est gêné parce qu'il vous sent crevé, épuisé, vous dites, mais si tu savais le kiff que c'est pour moi, me fatiguer pour toi. Donc en vérité, quand on a du plaisir à faire la chose, la fatigue n'est plus une contrariété ni un poids, mais au contraire une fierté et une joie de pouvoir donner à l'autre. Tout ça pour vous dire que, voilà, on compare le mariage avec un jardin, avec un Gan Eden. Il faut faire attention parce que dans un jardin, il peut y avoir aussi des mauvaises herbes qui poussent. Et le proverbe, c'est que les mauvaises herbes, elles poussent toutes seules. Et les mauvaises herbes, il faut y faire très attention. Dans un couple aussi, il peut y avoir des mauvaises herbes. Mais dans un couple aussi, il peut y avoir des mauvaises herbes qui poussent toutes seules. Et donc, il faut faire très attention à les couper, ces mauvaises herbes. Alors, je vais vous citer une liste non exhaustive, ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup à dire, et c'est juste celle que j'ai pensée en 5 minutes tout à l'heure, de 10 points qui peuvent être des mauvaises herbes à couper.
Je vais vous les dire et après vous allez me dire comment y remédier. Petit 1, la monotonie dans le couple. Petit 2, effort. Donc, pardon, pas effort, effet de la fatigue dans un couple. La fatigue personnelle. Effet du stress dans un couple. Tout ça, ce serait des mauvaises herbes dans le couple. Effet d'un mal personnel. Effet d'une surdose d'effort, par exemple pour les enfants ou au travail. Effet dû à un manque de parnassa. Des moments difficiles, comme on sait, CB, c'est carte bleue et shalom bayit. Ça veut dire qu'effectivement, le manque d'argent peut endommager, et des fois dans les couples, ça va plutôt mieux, c'est parce que, au Hachem, il y a plus d'argent à la maison. Une autre mauvaise herbe, dont on parlait avec ma femme ce soir encore, alors ils ont 2 noms. On les appelle les portables ou les insupportables. Parce que quand on ne gère pas les portables, on ne sait pas, aujourd'hui, on parlait de ça avec ma femme tout à l'heure. Si je vous fais écouter un élève, tout à l'heure, je suis en terminale, et j'ai prévenu les élèves. Je dis, s'il y a un élève qui sort son portable pendant le cours, c'est confisqué 24 heures. Je préviens avant. Et il y a un élève qui l'a sorti. Première fois de l'année. Et alors, quand je l'ai pris, il était un peu calme, parce qu'il s'est dit sûr qu'il va me le rendre. Je ne me connais pas, moi je suis là pour t'aider à t'éduquer, à t'autodiscipliner. C'est sûr et certain, tu montes, tu descends, tout ce que tu veux, tu l'auras pas ton portable. Si je vous fais écouter, ceux qui voudront, je le ferai écouter. Quand je lui ai dit que je le prenais son portable et que je suis parti de l'école et qu'il m'a suivi jusqu'en bas, et qu'à un moment, sa tête, elle a tourné jusqu'au moment où il a cru que j'allais lui rendre, il était tout sympathique, et puis à un moment, son visage, il a tourné vraiment. Puis après, il m'a envoyé un texto une demi-heure plus tard avec le téléphone d'un copain. Il a dit, moi, si vous ne me rendez pas mon téléphone, je suis prêt à tout lâcher. Moi, je lâche tout, moi. J'avais l'impression d'entendre un addict drogué. Je vous assure. Et c'est pas contre lui, le pauvre, mais pas le pauvre, parce on ne sait qu'on est addict à une chose que quand on nous enlève la chose. Vous vous rappelez les 5 heures de WhatsApp? Mais c'était pas grand-chose, ça, encore. Mais quand on lui a pris son portable, je vous assure, ceux qui veulent après, je vais leur faire écouter le message. C'est un garçon qui fait Shabbat, qui mange kasher, qui a des parents hyper religieux, tout bien. Tout bien dans le sens, il est investi, quoi. Et puis il écoute le cours de Kodesh et tout. Il m'a dit, si vous me le rendez pas, j'arrête tout, je lâche tout, tout est fini. Il a 17 ans quand même. Et j'avais une peine, mais je savais que je lui rendais service. Il faut apprendre, et on va le voir tout de suite, à lâcher les portables. C'est une mauvaise herbe tellement dangereuse que même un homme et une femme bien peuvent se retrouver tous les soirs à ne plus communiquer, à ne plus être ensemble. Parce qu'on est avec tout le monde, avec ses WhatsApp, avec ce que vous voulez. Mais à la fin, il n'y a plus rien. C'est ultra, ultra dangereux. Et le plus grand danger, c'est qu'on ne le voit pas, le danger. Bien sûr. On ne se rend pas compte. C'est quand il se passe quelque chose comme ça. Un drogué, quelqu'un même qui prend des joints, qui fume de la drogue comme ça et tout, ouais, un drogué, c'est un grand mot, c'est de la coke, la drogue, c'est pas du joint. Mais addiction. Non mais tu sais, moi je peux arrêter quand je veux. Je me rappelle de quelqu'un que Dieu préserve, qui a détruit sa famille pour de vrai, qui est divorcé aujourd'hui, qui a détruit sa famille à cause du jeu. Il gagnait beaucoup d'argent, c'était à l'époque du Sentier. Énormément d'argent. Il était addict au jeu. Je lui ai dit, arrête, va voir un addictologue. Il n'y a pas longtemps encore. Il m'a dit, mais je ne suis pas addict. Je dis, ok. Alors pendant 1 semaine, tu ne vas pas jouer. Et si pendant 1 semaine, tu n'arrives à pas jouer, c'est que tu n'es pas addict. Un addict ne sait pas qu'il est addict. Tant qu'on ne lui enlève pas la chose. Et au bout de 3 jours, il m'a rappelé, il m'a dit, je suis addict. Donne-moi le numéro. C'est que quand on enlève la chose, quand tu vois l'attachement que tu as à la chose. Donc une des mauvaises herbes dans un couple, c'est la non-gestion du téléphone. Après, on va parler de ça. Comment gérer son téléphone. Donc je parle des mauvaises herbes pour trouver le remède. Donc on a dit la monotonie, l'effet de la fatigue, l'effet du stress. Ça devient toujours la même chose. Monotone. C'est toujours pareil, c'est platonique, il n'y a pas de vie. Donc lutter contre eux, entre guillemets, ça serait les écueils, ça serait la monotonie, l'effet de la fatigue, du stress, d'un mal-être personnel, du surdose d'efforts, que ce soit avec les enfants ou au travail, d'un manque de parnassa, des portables qui deviennent insupportables, des problèmes familiaux d'un côté ou de l'autre, les beaux-parents, les parents compliqués, des situations compliquées. Peut-être aussi d'un manque de temps. On n'a plus le temps de s'occuper de notre couple, tu sais, on n'a plus le temps de s'occuper de notre jardin. Avec les gosses, avec le travail, quand est-ce que tu veux qu'on s'occupe du jardin? Quand est-ce que tu veux qu'on travaille sur les mauvaises herbes, qu'on a les mauvaises herbes, qu'on s'occupe de faire fleurir notre couple? Tu sais, c'est de l'entretien, je veux dire, on n'a pas le temps de retenir notre couple. Il y a tellement d'autres choses à entretenir, l'école, les devoirs, les enfants, le loyer, les papiers.
Shabbat qui est déjà arrivé, dimanche à reprendre les devoirs. Quand est-ce que j'ai le temps de m'occuper? C'est vrai, quand est-ce que j'ai le temps de m'occuper de mon couple? Peut-être à 70 ans, 60 ans, quand les enfants ils seront mariés et que... Ouais, mais sinon c'est à quel âge qu'on s'occupe de son couple? C'est dur dans tout ça où c'est la casquette. Il y a casquette papa, maman, casquette travail, casquette femme, casquette maison, manger, casquette course, casquette quoi? T'as fait des courses et des trucs, tu sais. Deux, et puis après le problème de l'incompréhension. L'incompréhension. Le problème de la communication. Alors très très vite, comment lutter contre la monotonie? Allez, il me reste 4 minutes 30. Comment... Oui, mais c'est... Comment lutter contre la monotonie? Qu'est-ce que vous dites? Allez, des solutions pour lutter contre la monotonie. Sortir. Faire preuve de créativité. C'est-à-dire Innover. Innover. Concret. C'est vrai, mais concret. Sortir. Ensemble. Non, parce que... Non, ça peut aider des fois de sortir seul aussi avec des amis, etc. Mais là, l'idée, c'est de fabriquer ensemble. L'idée générale, effectivement, créativité, innover, ça veut dire du nouveau. Même quand on va au restaurant, on va toujours dans le même restaurant. Même quand on sort, on fait toujours la même chose. Hein? C'est dire quoi? Concrètement, moi je parle de choses concrètes. Toujours un petit peu de changer, faire des choses nouvelles. Pas faire toujours la même chose. Bah exactement. Quand tu offres un bouquet de fleurs le vendredi, pas toujours les mêmes fleurs, la même quantité de fleurs. Une fois c'est la bonne boutique, une fois c'est un parfum, une fois c'est le changement. Surprendre, exactement. Surprendre, c'est très fort. Même par des petites choses. Hein? La nouveauté, surprendre, innover, fabriquer et décider de fabriquer des moments ensemble de plaisir commun. Et le plaisir commun, ça peut être des petites choses, pas forcément des grandes choses. Un petit truc. Mais ensemble, apprendre du plaisir ensemble dans plein de domaines. Et encore une fois, dans des choses qui peuvent paraître ridicules. Mais se mettre ensemble à un moment et dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un moment de partage agréable. Ça va couper la monotonie. Et savoir que, comment vous dire, on pense que c'est du plus. On pense que c'est si on a le temps. Mais c'est pas vrai. C'est une priorité parce que le couple, c'est le noyau de la famille. C'est le noyau même de sa propre vie. Parce que quand on est fort et qu'on est soudé et qu'on est aimant, on est des aimants pour tout le monde autour. Et tout tourne comme autour d'un noyau. Extraordinaire. Une femme, elle a demandé au rabbi, elle a dit, j'ai des enfants. Écoutez bien, mesdames, j'ai des enfants, j'ai des parents, je suis maître de conférence, j'ai un business, j'ai un mari. Je ne sais plus où donner la tête. C'est quoi la priorité? Être une bonne fille? Être une bonne maman? Être une bonne conférencière? Être une bonne femme? Le rabbi lui a répondu, être une bonne femme, avant tout. Pas parce que être une bonne femme n'est pas un bon mari, mais être une bonne femme et être un bon mari. Parce que le mari et la femme, c'est le noyau de la cellule. Et quand le noyau est solide et qu'il va bien, tout va bien autour. Donc c'est une priorité de s'occuper, de combattre la monotonie. Par de la créativité, par de l'innovation, par des nouvelles choses, par des sorties hebdomadaires au moins. Et ces sorties qui vont changer. Une fois on fait comme lui il aime, une fois on s'oblige, en sachant que ça a une valeur prioritaire, qu'une fois par semaine, on fait un truc que une fois c'est toi qui aimes, une fois c'est moi j'aime. Et on s'oblige au moins, hebdomadaire, c'est pas beaucoup une fois par semaine. Obligé, même si c'est une demi-heure, même si c'est 3/4 d'heure, il y a un moment où on nourrit le couple. Il y a un moment où on va combattre cette monotonie. On va trouver un moment de loisir commun, un moment où c'est le kiff ensemble. Parce que quand tu fais un kiff avec quelqu'un, t'oublies pas, si tu lis, c'est tout du conditionnement cognitif. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Mais quand tu as un moment de kiff avec quelqu'un, t'appliques le kiff à ce quelqu'un. Vous étiez en vacances avec quelqu'un, et vous avez passé super vacances, vous le revoyez, c'est toutes vos vacances devant vous. Est-ce que vous comprenez? Mais si à chaque fois que vous voyez votre mari ou votre femme, c'est que les galères, c'est les papiers, c'est où t'as fait ça, et quelle heure t'as fait ça, et qu'on a fait les courses, à la fin tu vois l'autre que dans la rasera. C'est que dans l'obligation, c'est pas dans le kiff. Est-ce que vous comprenez? Donc à nous d'utiliser le système cognitif et le système émotionnel qui accompagne l'action pour générer un sentiment positif et agréable. On voit l'autre. Je vois l'autre, c'est un kiff. Oh, ça me rappelle le kiff qu'on a fait hier. On a été marcher dans la forêt ensemble une demi-heure, on a rigolé, on a couru, c'était un kiff. Il n'y avait rien, mais c'était énorme. On a partagé ensemble, seul. Dans la forêt. D'accord. Non, parce que je sais qu'à côté, il y a une petite forêt. Ok. Alors, effet de la fatigue. Qu'est-ce que vous diriez?
Hein? Effet de la fatigue. Je vous en supplie, combien de couples je suis et combien c'est une métamorphose quand ils sont reposés ou quand ils sont épuisés. Quand on est épuisé, on n'a pas les forces de travailler sur nous. On n'a pas suffisamment de force pour être le contraire de sa nature. Comme on n'a pas les forces de travailler sur nous, on n'a pas les forces d'être dans le et de penser comment lui, comment lui il comprend quand je dis ça, comment elle entend quand je dis ça, se mettre à la place de l'autre. Il faut de l'énergie. C'est pour ça que le repos n'est pas une option. Et quand on est fatigué, on va dormir. Maintenant, c'est pas toujours possible. Mais des relais, dans des couples, je t'en supplie, je prends 20 minutes, sommeil réparateur. Shabbat après-midi, laisse-moi dormir 20 minutes et après tu verras que je serai de meilleure qualité pour être une meilleure épouse. Je serai de meilleure qualité pour être un meilleur mari. C'est pas que je m'en vais, c'est que je vais me reposer pour être mieux. Et après on va vraiment être mieux. Sommeil réparateur, dormir plus tôt comme tu dis, bien sûr. Se dire que combien de temps on perd à regarder des choses qui sont inutiles et en vérité on se rend pas compte qu'on touche sur nos heures de sommeil et nos heures de fatigue. Donc le fait d'être en forme change tout. Le fait d'être en forme nous permet de prendre beaucoup plus de force pour beaucoup plus se dépasser. Je ne sais pas si vous voyez, quand vous êtes fatigué, vous êtes à fleur de peau, épuisé, énervé. Il vous dit un demi-mot, elle vous dit un demi-mot, vous démarrez au quart de tour. Mais quand vous êtes reposé, vous avez beaucoup plus de capacité de retenue, de regard sur l'autre, d'acceptation, de réflexion. Donc encore une fois, le repos n'est pas une option non plus. Dormons plus tôt. Et quand il y a des situations où on est vraiment fatigué, demandez à l'autre évidemment, sans imposer, c'est toujours proposer sans imposer. Est-ce que je peux même me reposer 20 minutes? C'est pas évidemment à l'heure de pointe à 6h ou 7h. Mais à un moment, par exemple, même si on avait décidé de faire une soirée ensemble et de faire quelque chose ensemble parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose ensemble une fois par semaine, laisse-moi les enfants ils sont au lit, de 9h à 9h30 je me repose, mais je t'en supplie, tu me réveilles à 9h30 et après on fait quelque chose ensemble. Une activité commune. Mais parce que le fait d'être reposé change tout. Point suivant. Le stress. Quand on est dans une situation de stress, c'est hyper difficile de faire exister le et d'être dans un jardin d'Éden. Comment on travaille sur le stress? Quand on a un moment de stress, il faut apprendre à s'arrêter quelques secondes et à respirer profondément. Le rabbi dit que quand vous êtes en colère ou vous êtes stressé, je vous en supplie, ne réagissez pas, respirez. Minimum 60 secondes de grande respiration. À partir du moment où vous faites de grandes respirations pendant 60 secondes, vous allez vous reconnecter avec votre fort intérieur. À ce moment-là, votre personne, elle reprend le dessus et vous êtes en mesure de réagir beaucoup plus cérébralement qu'émotionnellement. Et donc, vous avez un contrôle sur votre pulsion émotionnelle. Et ça, c'est pas seulement... Voilà, la science et la médecine le disent aussi. Des grandes respirations. Vous sentez que vous êtes stressé, vous vous arrêtez. Pas 10 heures, 1 minute. Et vous prenez de grandes respirations. Vous allez voir qu'au bout d'une minute de grande respiration, inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche pendant 1 minute, ça va détendre énormément votre stress. Combien de choses on détruit ou on abîme, que ce soit les enfants ou le couple, à cause du stress. On ne réagit pas en temps de stress. Ensuite, le point suivant, c'est... je vais aller un petit peu vite. Surdose d'effort. Savoir que quand on voit l'autre qui est en surdose d'effort, être capable de prendre le relais. J'ai trouvé ça magnifique. Un rav qui a fait une conférence, j'ai dépassé 3 minutes, un rav qui faisait une conférence en Israël, il a dit un mot très joli. Il a dit, Baretz, Ayom, pour ceux qui parlent hébreu, Baretz, Ayom, Omrim, Zoug. Zoug, c'est un couple. Zougim. Batorah, c'est le Zougim. Batorah, c'est Nisuin. En la Torah, on ne parle pas de Zougim, on parle de Nisuin. Pourtant, c'est le même mot, c'est le mariage. C'est quoi la différence? Zoug, c'est une paire. Et il dit, comme les gens ils appellent ça Zoug une paire, ça veut dire qu'on doit tout faire 50-50. Puisqu'on est une paire, on est deux associés, on doit tout faire 50-50. Il dit, c'est pas ça le mariage. Parce qu'il y en a qui sont plus doués dans un domaine et l'autre dans l'autre domaine. Donc pour toi, les 50 ils sont faciles, mais pour lui, les 50 ils sont hyper difficiles. Avodat parer, c'est prendre la place du mari ou la place de la femme. L'idée d'un couple, c'est pas être Zoug, être 50-50. Un couple, c'est Nisuin. Ça veut dire quoi Nisuin? Ça veut dire porter. Ça veut dire quoi? Le domaine pour lequel, pour toi, c'est facile, alors porte ton mari. Le domaine pourquoi c'est facile pour ton mari, porte ta femme. Chacun, il a dans un domaine plus de force et plus de capacité, ou à des moments, on a plus de force que l'autre. L'idée, c'est de se porter l'un avec l'autre. Que ce qui est facile pour moi, ou ce qui est maintenant plus facile pour moi,
Je vais pas me dire non, mais c'est 50-50, la cuisine c'est moite-moite, les enfants c'est moite-moite, le travail c'est moite-moite, moi je travaille aussi c'est moite-moite. Non, on n'est pas dans le moite-moite, c'est pas ça un couple. Un couple c'est ce qui est facile pour moi maintenant. Alors je vais te porter à toi aussi. Et évidemment dans les deux sens. D'ailleurs, la Gemara dans Sota, elle dit que pourquoi on est deux. Tu sais pourquoi on est deux? Elle parle de porter justement cette fameuse grappe de raisin qui est portée dans le désert. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas dans la Gemara? Pour évaluer le poids de la grappe. Elle était énorme, hein. C'était des fruits énormes. Qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? Pour calculer le poids de la grappe, il faut savoir que une personne seule, écoutez bien, n'est capable que du tiers de sa réelle capacité. Une personne seule n'est capable que du tiers de sa capacité. Et lorsqu'ils sont deux, elle est capable de toute sa capacité. Ça veut dire concrètement que s'il y a une table que moi je peux lever tout seul, qui pèse 100 kilos, quand je suis avec ma femme et qu'on lève une table, je peux lever 600 kilos. Mais 300 et c'est 300. Ça veut dire qu'à deux, on est 3 fois plus fort. Et c'est la Gemara qui le dit. Quand on est deux, on est 3 fois plus fort. Chacun. Est-ce que vous comprenez? Donc cette idée de se dire, eh ben voilà, ce qu'on a dit maintenant c'est quoi? Des moments difficiles, avec les enfants, avec le travail, sois compréhensif. Si tu sens que tu as les forces, si tu sens qu'il n'a pas les forces, si tu sens que tu as les forces, qu'elle n'a pas les forces, fais pas le lourd. En disant, non, c'est ton rôle, ça. T'es pas bien, les enfants, je te sens dépassé, je te prends le relais tout de suite. Je suis là pour te porter. Et réciproquement, est-ce que vous comprenez ou pas? Quand tu sens que le mari rentre du travail, qu'il est épuisé, et tu avais prévu de lui demander ça, tu sais quoi, je te vois épuisé, repose-toi un petit peu, après tu fais. Donner de la considération à l'épuisement de l'autre. Dire à l'autre, on est là pour se porter tous les deux. Et on est là pour que l'un il porte l'autre là où c'est difficile, au moment où c'est difficile, dans la situation difficile. Ouais, mais tu m'avais dit que tu allais le faire. Maintenant, en plus, tu t'avais dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Et enfin, pour finir, peut-être, l'incompréhension, c'est travailler sur la communication, mais je crois que là, ça serait trop long, donc on en fera peut-être une autre. Sur la compréhension. Ah, sur la compréhension, c'est un peu long. Donc, on en reparlera. On en reparlera sur la compréhension. Juste finir sur ce dernier point. Un point. Comment dire à l'autre que ça ne va pas? Parce qu'on a le droit de dire que ça ne va pas. On a le droit de dire qu'on se sent mal. Mais le point, vous l'avez certainement étudié avec Chandel, celles qui ont travaillé déjà dessus. Mais c'est un point qui est fondamental, en tout cas moi, qui m'a changé la vie. C'est que j'ai compris une chose très importante. C'est quand je veux dire à ma femme que ça ne va pas, je ne lui dis pas « Eh, ça ne va pas ou quoi? Tu vas pas bien ?» Mais je vais dire « Je ne vais pas bien ». Quand tu as quelque chose à dire à l'autre, ne va pas ni le critiquer, ni le juger, ni l'invectiver de ce qu'il a fait. Mais dis ce que ça fait sur toi. Parle du je et pas du tu. Parce que je tue. Quand tu passes du je au tu tues la relation. Je tue. Reste dans le je. Ça veut dire parle toujours de toi. Tu sais, quand tu m'as dit ça, là, pour l'instant, c'est pas un jugement, c'est j'observe. Voilà, quand il s'est passé ça et que tu m'as parlé comme ça devant tout le monde, eh ben, je me suis senti très affaibli, je me suis senti très méprisé. Je voulais juste te dire ce que j'ai ressenti. Et après, tu laisses l'autre avec le poids de ce qu'il a fait. Tu n'es pas là pour faire payer le poids de la conscience de l'autre. On croit toujours qu'on doit éduquer et réveiller la conscience. Non. On doit juste dire à l'autre ce que ça nous a fait. Restez dans le jeu et vous verrez que l'autre se réveillera beaucoup plus vite. À bientôt, si Dieu veut. Alors, juste finir, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'était... Vous allez me trouver peut-être excessif, mais je ne le suis pas. C'est 1% de la réussite du couple. Les 99% de la réussite du couple, c'est respecter les lois de pureté familiale et vérifier que les mésotes soient cachères. Je dis à mes élèves quand je leur demande, réussir le bac, ça dépend de qui? De Dieu ou de vous? Et je leur réponds, ça dépend à 99% de Dieu et à 1% de vous. Et dans ce 1%, il faut être à 100%. Quand on est à 100%, on n'a fait que le 1%. Tout ce que j'ai dit ce soir, c'est un petit bout de ce 1%. Mais n'oubliez pas que les 99%, c'est la bracha d'Hachem. La bracha d'Hachem, c'est quand on travaille sur respecter toutes les lois de pureté familiale comme il faut, faire attention que les mésotes soient cachères, que la maison soit cachère, que la nourriture soit cachère, que notre bouche soit cachère, et qu'on ait la bracha d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est grâce à la bracha de Dieu que Ish ve'isha zachu, Shrina shchuya benhem, quand un homme et une femme, ils sont méritants, alors la présence divine, elle vient. C'est grâce à la bracha d'Akadosh Baruch Hu que ce couple, il est béni. Et donc, merci à Hachem. On continuera à 1% la prochaine fois.